Célébrer la semaine de la francophonie avec une question aujourd'hui. La langue française est-elle menacée au Québec? Comment la préserver? La ministre canadienne Mélanie Joly est avec nous en direct de Montréal. Son piano, c'est sa raison de vivre. Colette Maz a 106 ans. Elle consacre chaque jour 4 heures pour sa passion et elle sort même un 6e album. Reportage et rencontre dans la chronique culture de Pascal Bourgault. Il était surnommé le Tigre. Clémenceau, ses derniers combats, son dernier amour. C'est le livre consacré à Clémenceau par Nathalie Saint-Cry qui sera face à Patrick Simonin. Faut-il parler d'un déni ou de politique de l'autruche alors que seuls 8% des Européens ont été vaccinés contre la Covid-19? Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki défendent, nous le verrons, la politique vaccinale de l'Union européenne. En Côte d'Ivoire, journée d'hommage à Ahmed Bakayoko à la veille de son inhumation à Séguéla. Le Premier ministre est mort la semaine dernière à l'âge de 56 ans d'un cancer foudroyant. Le pays observe un deuil national de 8 jours. Et puis la suite de notre série de reportages Génération Covid, nous vous emmenons à la rencontre des jeunes Yamakasi marocains de Tanger, une discipline, nous le verrons, pas toujours bien vue sur place et que ces jeunes tentent d'ouvrir au grand public. L'Union européenne a présenté son passeport sanitaire. La Commission de Bruxelles a dévoilé les contours d'un certificat pour les voyageurs. Il est prévu pour le mois de juin, si tout va bien. Sur la forme, ce certificat devrait être doté d'un QR code à présenter depuis son smartphone ou sur une feuille de papier. Il devrait faire l'objet de débats sensibles car tous les pays membres de l'Union européenne ne sont pas convaincus à l'heure qu'il est. En attendant, à peine 8% des Européens ont été vaccinés contre la Covid-19. À titre de comparaison, 22% des Américains ont reçu au moins une dose. La controverse autour du vaccin AstraZeneca complique un peu plus la stratégie vaccinale très critiquée de l'Europe. Et c'est un peu la politique de l'autruche à Bruxelles. Alors faut-il parler d'un déni? Le récit d'Oumi Diallo. Après le scandale des masques, du gel hydroalcoolique et des tests, la stratégie vaccinale européenne est mise à mal. À l'Elysée, où il rencontrait le Premier ministre polonais, le président français Emmanuel Macron a malgré cela vanté les mérites du modèle communautaire. Ce cadre européen, je veux ici redire que nous le défendons. Il permet l'équité, la solidarité, la fiabilité pour nos concitoyens. Il permet aussi de monter en puissance sur la production de vaccins. Lenteur, cacophonie, incohérence, les critiques fusent. Mais où en est-on exactement ? Bruxelles a autorisé la mise sur le marché de 4 vaccins. Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et dernièrement Janssen. Les campagnes de vaccination ont débuté fin décembre à travers les États membres avec 1660 milliards de doses négociées. Les stocks couvrent largement les besoins. Or, à ce jour, seulement 7,8% des citoyens européens ont reçu une première injection. Une véritable catastrophe pour le député flamand Guy Verhofstadt. C'est un fiasco. Il y a un manque crucial d'approvisionnement dans tous les États membres. Un manque qu'on n'observe pas dans les pays comme par exemple les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada ou Israël. Pourtant, l'Europe demeure leader de la fabrication vaccinale avec 76% de la production mondiale, tous vaccins confondus. Début mars, Thierry Breton, le monsieur vaccin anti-Covid, se voulait même rassurant. Je suis confiant dans la capacité de l'Union européenne de délivrer pour l'ensemble de nos 456 millions de concitoyens les vaccins dont ils ont besoin. En théorie, le stock doit être réparti en fonction du nombre d'habitants. Mais les États ne sont pas obligés d'acheter l'ensemble des doses auxquelles ils ont droit. Ainsi, les doses non réclamées peuvent être achetées par d'autres États. Un système qualifié de bazar par l'Autriche qui, avec 6 autres pays, a réclamé il y a quelques heures une distribution plus juste. Je pense qu'il est important que nous mettions en place avec Ursula von der Leyen et Charles Michel un mécanisme de correction afin que la Bulgarie ne reçoive pas seulement un tiers des vaccins que Malte reçoit. Je pense que cela ne correspondrait pas à l'esprit européen. Un esprit mis à mal après la suspension par une quinzaine de pays, là aussi en ordre dispersé, du vaccin AstraZeneca.
Et justement à ce sujet, sachez que l'Organisation mondiale de la santé recommande de poursuivre la vaccination avec AstraZeneca pour le moment, en attendant que ces experts finissent leur évaluation. L'Agence européenne des médicaments donnera de son côté son avis demain. Un nouveau conseil de défense sanitaire s'est tenu à l'Elysée ce matin. Le Premier ministre français Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran tiendront demain à 18h une nouvelle conférence de presse. Un reconfinement pourrait être décrété pour l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Reste à savoir si ce sera seulement le week-end, comme à Nice et Dunkerque, ou si ce sera tout au long de la semaine. On écoute le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Il a été décidé ce matin en Conseil de défense que des mesures supplémentaires seraient prises dans un certain nombre de territoires. Dans les prochaines heures, des concertations seront menées par l'État avec les élus locaux dans les régions Île-de-France et Hauts-de-France et dans les départements qui sont contigus à ces régions pour partager l'état de la situation actuelle, pour recueillir l'avis des élus locaux sur les différentes mesures qui sont envisagées. Et avant de refermer cette page, on vient de l'apprendre, Emmanuel Macron, en visite à l'hôpital de Poissy, en région parisienne, a déclaré « Ceci, on prendra les décisions qu'on doit prendre ». En Côte d'Ivoire, journée d'hommage à Ahmed Bakayoko à la veille de son inhumation à Séguéla. Cérémonie qui a commencé. Le Premier ministre, on le rappelle, est mort la semaine dernière à seulement 56 ans d'un cancer fulgurant. Le pays observe un deuil national de 8 jours. Ça se passe donc en ce moment. On retrouve à Abidjan notre correspondante Christelle Pire. Bonsoir Christelle. C'est au stade Épin-B. On entend déjà l'ambiance d'Anyama dans le nord d'Abidjan que ça se passe. Il est un peu plus de 17h, je le disais. Comment ça va se dérouler ? Alors, ce sera tout d'abord un hommage des partis politiques, étant donné qu'Ahmed Bakayoko était un des piliers du parti au pouvoir, le RHDP, mais c'était aussi un homme connu pour ses compromis. Il parlait à tout le monde, dit-on. Il était d'ailleurs à la tête du dialogue politique qui avait repris suite aux violences liées à l'élection présidentielle d'octobre dernier. Et plusieurs partis d'opposition seront représentés ce soir pour cet hommage. Mais cette cérémonie, c'est surtout l'hommage de la jeunesse et du monde de la culture pour celui qu'on surnomme Ambak ou encore le Golden Boy. Fan de musique, Ahmed Bakayoko avait parrainé notamment financièrement plusieurs chanteurs ici en Côte d'Ivoire. Alors de nombreux artistes sont venus du monde entier pour lui rendre hommage. Sont annoncés entre autres Davido, Maître Gims, Dadju, Magic System, Sidiki Diabaté, Fally Ipupa, Ariel Chené ou encore Yodé et Siro pour ne citer que cela. Alors le stade est en train de se remplir, les cérémonies n'ont pas encore officiellement commencé, mais comme vous l'entendez derrière moi, eh bien, les Ivoiriens sont déjà survoltés. L'ambiance s'annonce chaude ce soir et la fête risque de durer toute la nuit. Merci beaucoup Christelle, en direct d'Abidjan pour ces précisions donc sur cet hommage à Ahmed Bakayoko. En République du Congo, les forces de sécurité votent par anticipation pour la présidentielle de dimanche. 7 candidats sont en lice, parmi eux le président sortant, Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 passés au pouvoir. Il brigue un 4e mandat. Pour suivre en temps et en heure cette présidentielle au Congo, rendez-vous sur notre site internet tv5monde.com. Le Niger est en deuil, 3 jours de deuil décrétés après les attaques terroristes sanglantes perpétrées dans la région de Tillabéri. Ça s'est passé lundi après-midi. Des groupes armés ont intercepté 4 véhicules de retour du marché de Bani-Bangou. Ils ont assassiné 58 personnes. Et de l'autre côté de la frontière, au Mali, cette fois, c'est une embuscade contre un convoi de l'armée malienne qui a fait 33 morts. Une semaine sombre donc au Sahel. La suite à présent de notre série de reportages baptisée Génération Covid. Nous vous emmenons à la rencontre des jeunes Yamakasi marocains. Ils sont issus des quartiers défavorisés de Tanger. Avec la crise sanitaire et un confinement étouffant, ils ont décidé de se libérer eux-mêmes en assurant la promotion de leur discipline. Voyez ce reportage de notre correspondante Moninov. Prendre de la hauteur, de la vitesse et de l'ampleur. Échapper aux problèmes du quartier en dominant la ville. Fouad, 22 ans, et ses copains de Tanger ont retrouvé les toits. La pandémie Covid-19 les a privés de cet espace essentiel. Comme asphyxiés, la rue et ses toits, c'était leur échappatoire. J'ai évité tellement de problèmes grâce au parcours. Je me suis créé un cocon, un monde à moi. Ces jeunes Marocains sont des traceurs. Ils pratiquent le parcours, un sport urbain né dans les années 90 en banlieue parisienne, qu'ils ont découvert à l'adolescence avec le célèbre film des Yamakasi, sorti en 2001.
J'ai dit, c'est bon, je veux faire ça. On n'y connaissait rien. On a mis des gants pour essayer. On est sorti. Cette bulle regroupe depuis 2 ans un collectif d'une quarantaine de copains, traceurs, graffeurs, mais aussi danseurs. Le 18 mars 2020, Mehdi, 22 ans, obtient son visa pour rejoindre une troupe en France. Tandis que Fouad, sacré meilleur traceur du Maroc, avait gagné son billet pour un championnat du monde en Asie. Quand tout s'arrête. Confinement. 13 semaines d'enfermement à Tanger. Pour nous, c'était très difficile, parce que tu restes à la maison toute la journée, quand tu essaies d'aller t'entraîner, les autorités te pourchassent, c'est impossible de pratiquer. Alors j'ai décidé de m'entraîner à la maison. Même si je faisais du bruit, que mes parents me criaient dessus, j'ai attendu. De toute façon, il fallait être patient. Ils ont tous patienté jusqu'en juillet. Les premières retrouvailles du collectif sont difficiles. Mais la crise Covid a provoqué un déclic. Badr, comme les autres, rêve de construire son propre parcours. En août, rêve exaucé. Ils ouvrent leur propre académie sur ce terrain d'une ferme associative. Palettes, bois de récupération, un peu de peinture fraîche. Ils ont tout fabriqué et reçoivent gratuitement des dizaines de jeunes. Pour le graphe et la danse, ils se retrouvent depuis janvier dans un ancien garage de Tanger. Le nombre de cas Covid a fortement diminué et les gestes barrières sont parfois oubliés. Ouais, bien sûr que c'est une fierté. Tout ça, c'était un rêve pour nous avant. Au moment de confinement, il y avait vraiment l'envie de faire quelque chose avec tout ce temps vide. Si tu veux danser, tu peux danser. Maintenant, il n'y a pas d'excuses. Ils ont construit leur propre espace d'expression. Un petit miracle, alors que tous les théâtres et les salles de spectacle restent fermés au Maroc. Voilà pour l'actualité dans le monde. Vous regardez 64 minutes, place à la une francophone. Et nous recevons Rachel Kahn. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes actrice, ex-championne d'athlétisme, nouvelle présidente aussi, c'est récent il me semble, de la section sport jeunesse de la LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Alors votre livre, il a pour titre Racé, c'est aux éditions de l'Observatoire. Alors vous citez Romain Gary, Rachel Kahn, et qui disait « On est tous des additionnés ». D'emblée, vous écrivez « C'est par un excès de race que je suis racé ». C'est quoi être racé ? Être racé, alors c'est un jeu de mots forcément par rapport au vrai terme racé du dictionnaire. Pour moi, c'était en fait cette addition en fait de mon mélange à la fois gambien, sénégalais, européen, d'Europe de l'Est, juive par ma mère. Et ben c'est tout ça racé, plus on est racé aussi de son existence et de la relation qu'on a avec les autres. Et vous l'écrivez donc, femme européenne et africaine à la fois, binationale française et gambienne, juive aux origines chrétiennes et musulmanes, animiste avant l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest, blanche et noire. Je veux aujourd'hui annoncer la couleur, je suis bien dans ma peau. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, on sent presque que ce livre en fait c'est un cri du cœur. Oui, complètement. C'est une volonté profonde que j'ai eue à un moment donné de parler. On est dans cette période où une libération de la parole. Je pense qu'on sera de plus en plus à se libérer d'une parole, notamment d'idéologies qui nous séparent. Alors vous dénoncez dans ce livre, je cite, les mots qui séparent. Je vais en citer quelques-uns. Sous-chien, racisé, afrodescendant, intersectionnalité, minorité. Et vous dites qu'ils sont en quelque sorte pernicieux, dangereux pour combattre le racisme. Pourquoi le sont-ils ? Parce qu'en fait, vous voyez, on est tous un millefeuille. Il y en a certains qui parlent de lasagne, mais un millefeuille dans ce qui nous anime, dans ce qui nous constitue. Et en fait, ce qui est proposé avec ces mots-là, c'est d'avoir qu'une seule feuille. Et donc, de scinder sa propre identité et de ne prendre de l'autre que ce qui nous intéresse. Moi, avec ces personnes aux idéologies sectaires, ce qui les intéresse chez moi, c'est ma peau et pas tout le reste. Et ça, c'est un problème. Mais en même temps, quand vous écrivez ce livre, vous dites racé, vous-même, vous mettez en avant ce millefeuille, comme vous dites. Exactement. Mais justement, je mets en avant un millefeuille et qui fait avec une notion qui me tient à cœur, qui est la réparation. Parce qu'en fait, l'idée de ce livre, c'était d'initier une forme de réparation de la société avec des principes universalistes et non pas de ne garder de moi qu'une seule feuille.
Vous dites aussi, vous écrivez, les identitaires déchirent la nation pour en faire une souffrance, souffrance SOUS-France, et c'est à cet endroit morbide de notre langue que s'opposent Souchier et racisé. Au-delà de ces débats, quel est le malaise selon vous en France, Rachel Kahn? On sent qu'il y a des crispations, parfois on ne sait pas trop si... ça vient des États-Unis, on va prendre la direction de New York dans quelques instants, on va comprendre pourquoi. Quel est le malaise selon vous? Le malaise, c'est que lorsqu'on rappelle les principes fondamentaux, universalistes, la France des Lumières, etc., on se retrouve très vite dans une espèce de dans une tenaille identitaire, en fait, entre des radicaux d'un côté et des radicaux de l'autre, et des instrumentalisations. Et en fait, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse se libérer de tout ça pour créer une troisième voie. Mais effectivement, l'importation des idéologies américaines nous fait beaucoup de mal. Alors, je vais être obligé de le dire, mais vous le savez, puisque le tweet, je crois, a été rédigé ce matin. Vous êtes la codirectrice de La Place, c'est un centre culturel de hip-hop de la ville de Paris. Et voici ce qui est écrit dans ce tweet. Les propos actuellement tenus par mademoiselle, je lis, Rachel Kahn dans les médias dans le cadre de la promotion de son livre, n'engagent qu'elle et ne reflètent en aucun cas les opinions des membres du conseil d'administration de La Place. Est-ce que vous avez pu échanger avec celles et ceux avec qui vous travaillez au sein de ce collectif? Alors, je ne pensais pas du tout que vous alliez me poser cette question. C'est vrai que... Non, on sent que c'est tellement crispé que du coup, alors qu'on imagine que ce sont des personnes avec qui vous travaillez... Oui, tout à fait. Ce qui est assez énorme, en fait, là, dans ce que je peux vivre par rapport à ce communiqué, c'est la mise en abîme, parce qu'en fait, c'est ce que je dis précisément dans le livre. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui parlent sans avoir lu le livre. Je parle de la cancel culture, du fait qu'on ne peut plus s'exprimer librement lorsqu'on rappelle nos fondamentaux. Et bien là, c'est ce qu'il fallait démontrer. Mais qu'est-ce qui n'a pas plu à votre avis? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Eh bien, on va prendre, vous parliez de cancel culture. Alors là, c'est différent, mais on va prendre la direction de New York aux États-Unis, où nous attend Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth. On vient vers vous parce que l'université new-yorkaise de Columbia a décidé d'organiser des célébrations de remise de diplômes séparées selon l'origine ethnique des étudiants. Les mots sont importants. D'abord, dites-moi si c'est bien ça et de quoi il s'agit. En fait, oui, cette prestigieuse université new-yorkaise propose à ses étudiants cette année d'avoir, en plus de la cérémonie de fin d'année de remise de diplôme avec toute la promotion réunie, eh bien des cérémonies à part en fonction de la communauté latino, afro-américaine ou encore en fonction des orientations sexuelles, transgenres ou homosexuelles. Alors, c'est pas tabou aux États-Unis. Vous savez, dans les universités, il y a de nombreux groupes en fonction des communautés. On peut se revendiquer comme tel. L'idée de ces cérémonies séparées, eh bien, ça de permettre à ces étudiants de mieux partager leur expérience identitaire et communautaire. En tout cas, c'est comme ça que Columbia le présente. Alors, cette université n'est pas la seule à le faire. En fait, une centaine d'universités présentent ce genre de cérémonie un peu à part. Encore une fois, en plus de la grande cérémonie avec tout le monde, même depuis longtemps, Yale, une autre prestigieuse université aux États-Unis, propose ça depuis 20 ans pour ses étudiants afro-américains. C'est important de préciser que ce sont les étudiants et anciens étudiants qui organisent ce genre de cérémonie. Ce n'est pas l'université en elle-même. Elle ne fait qu'accorder son accord. Juste en quelques mots, Elisabeth, comment c'est perçu aux États-Unis? On sait que la question de la cancel culture provoque un vif débat, que la droite américaine s'y oppose farouchement notamment. Quelles sont les réactions, en quelques mots, aux États-Unis? Eh bien justement, jusqu'à présent, ça ne faisait pas polémique. Là, cette année, ça fait particulièrement débat. La droite conservatrice, plusieurs grandes figures de la droite conservatrice sont vent debout, signe justement peut-être que les universités vont un petit peu trop loin dans ce genre de revendications identitaires et communautaires, et puis en tout cas que la société est profondément divisée, politisé et un clivage qui s'est creusé ces dernières années. Merci beaucoup Elisabeth en direct de New York pour ces précisions. Rachel Kahn, une réaction Ah oui, alors une réaction effectivement, quand on est racé, je pourrais candidater à plusieurs diplômes en tant que juive, noire, blanche, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est très précisément ce qu'il ne faut pas qu'il arrive... Mais celles et ceux qui le font pensent que c'est pour le bien. Pourquoi? Pour lutter contre les discriminations? Mais là, ce sont des discriminations. C'est un entre-soi. C'est-à-dire normalement, l'homme est fait pour aller dialoguer avec l'autre, avec celui qui ne lui ressemble pas. C'est ce qui a fait nos Lumières. Alors là, je ne sais pas si c'est le mot officiel qu'utilisent ces étudiantes et ces étudiants, mais il y a le mot séparé, qui peut paraître très frappant quand même, quand on connaît l'histoire, séparé. C'est ce que je raconte dans Racé. C'est-à-dire ces mots
mots qui séparent, ces idéologies en fait qui nous déchirent, et ça ne fait pas du tout avancer l'humanité et ni l'humanisme. Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Racé donc aux éditions de l'Observatoire. Voilà donc pour cet ouvrage sur ces questions d'identité qui continue de susciter un vif débat en France. Merci à vous. Merci. Thomas Pesquet prend encore de la hauteur. L'astronaute devient le tout premier Français à diriger une mission spatiale. Il prendra le commandement de la Station spatiale internationale d'ici un mois. Les précisions de Mylène Girardot. Le décollage aura lieu le 22 avril depuis le Kennedy Space Center en Floride. Le spationaute Thomas Pesquet se prépare pour Alpha, sa deuxième mission à bord de la Station spatiale internationale. Il prendra les commandes de l'ISS pour une durée d'1 mois environ vers la fin de sa mission. Une première pour un Français. Je pense que c'est une reconnaissance pour tout le monde, pas seulement pour moi. Parce que ça veut dire, en fait, c'est comme un bateau, en fait. Il y a un seul maître à bord après Dieu. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui se décident au centre de contrôle. Hein. Tout ça, c'est coordonné. Les gens qui travaillent au sol prennent évidemment beaucoup de décisions à l'avance. Mais il y a quand même, s'il y a une voix dans l'équipage qui compte, c'est celle du commandant. Un rôle qui lui rappellera sans doute son ancien métier de pilote de ligne. L'autre nouveauté de cette mission Alpha, Thomas Pesquet sera également le premier Européen à rejoindre l'ISS à bord d'un vaisseau de l'entreprise privée SpaceX. À ses côtés, 3 astronautes, les Américains Megan McArthur, Shane Kimbrough et le Japonais Akihiko Oshide. Au programme, pas moins de 4 sorties extravéhiculaires, avec notamment l'installation de nouveaux panneaux solaires, mais aussi plus d'une centaine d'expériences scientifiques essentielles pour la recherche, en français comme en anglais. Ça ressemble à de la science-fiction. Nous allons prendre 8 mini-cerveaux, des cellules cérébrales. On pourra en apprendre beaucoup sur la façon dont le cerveau vieillit avec le temps. Thomas Pesquet se prépare donc à 6 mois de confinement spatial et l'option à 400 km au-dessus de la Terre semble le réjouir. Je suis impatient de partir dans l'espace. Ça semble être une bonne idée en ce moment de quitter la planète Terre. Voilà pour ces belles nouvelles et la belle histoire de Thomas Pesquet qui continue dans l'actualité économique. Huawei qui se lance à fond et à toute vitesse dans la recherche avec plus de 100 000 brevets. Rien que ça, Demet Korkmaz nous dit tout dans un instant. On se retrouve quant à nous juste après pour la deuxième partie de 64 minutes avec la ministre canadienne du développement économique et des langues officielles, Mélanie Joly, en cette semaine de la langue française et de la francophonie. Restez avec nous sur TV5 Monde. Le journal de l'économie, c'est sur TV5 Monde. Bienvenue à tous. Huawei a-t-il remporté la bataille technologique face aux Occidentaux? En 2020, la société chinoise a déposé plus de 100 000 brevets, toutes catégories confondues, devenant le premier breveteur au monde. Le boycott infligé par l'Europe et les États-Unis semble agir comme un accélérateur de son programme de recherche et développement. Huawei consacre pour cela des moyens considérables. Pour pouvoir déposer 100 000 brevets, le groupe consacre 20 milliards de dollars à son programme de recherche chaque année et mobilise la moitié de ses 200 000 employés qui sont des ingénieurs pour la plupart. Et avec l'arrivée de la 5G, la firme chinoise risque de se tailler la part du lion. Le marché de la 5G, aujourd'hui encore à des niveaux modestes, tourne autour de 5 milliards et demi. Il pourrait atteindre 670 milliards en 2026, un niveau stratosphérique pour peu que la 5G se retrouve dans les voitures, l'industrie, l'agriculture, bref, dans tous les objets connectés de la vie courante. Passeport vaccinal ou passe sanitaire, beaucoup de pays réfléchissent aux moyens de rouvrir les lieux publics impactés par la crise sanitaire. En France, l'exécutif a tranché en faveur d'un pass pour lequel le vaccin n'est pas obligatoire, mais il contiendrait notamment un historique des tests, une sorte de carnet de santé numérique qui permettrait de rentrer de nouveau dans des salles de sport, dans les théâtres. Pour les acteurs économiques, il y a urgence. 1 an après le début de la pandémie, tous ne sont pas sortis d'affaires, à l'image de ce restaurateur parisien. On est chef d'entreprise. Les gens nous voient comme des cuisiniers ou des restaurateurs. C'est vrai qu'on est des marchands de bonheur, on tient à le rester, mais on est avant tout des chefs d'entreprise. Et là, ne plus avoir d'horizon du tout pendant 1 an, c'est considérable, c'est inédit, c'est du désespoir bien sûr. Sur 2020, c'est moins 61%, donc j'ai perdu 1 115 000 € de chiffre d'affaires. C'est pas, le résultat du bilan ne sera pas là, heureusement, mais c'est 61%. Et c'est la moyenne parisienne.
Au Liban, une poignée de manifestants ont tenté ce mercredi d'investir le ministère de l'économie. Ils dénoncent l'hyperinflation et la chute vertigineuse du pouvoir d'achat. Plus de la moitié de la population libanaise vit en dessous du seuil de pauvreté. D'après le FMI, les pays du monde entier ont déjà mobilisé 14 000 milliards de dollars dans les plans de relance pour lutter contre les effets de la crise sanitaire. C'est 16% du PIB mondial. Si les efforts sont partout sans précédent, l'Europe a dans l'ensemble moins dépensé que les États-Unis ou même le Royaume-Uni. De plus, dans la zone euro, les 750 milliards d'euros vont s'étaler sur 4 ans, diluant de fait leur impact. Et à Bruxelles, des États exigent déjà le retour des règles budgétaires plus strictes du pacte de stabilité. Fin de ce journal de l'économie. Excellente suite de programme à vous tous.